Mülava, bonsoir. L'Institut français de Turquie dans son antenne d'Istanbul. Bienvenue à vous tous. Merci à Bertrand, le consul général, d'être avec nous ce soir. Et merci surtout à Istanbul Moderne pour cette très très belle collaboration. Ce dernier rendez-vous de l'exemple des Français autour de cette série inventée, très bien inventée par Istanbul Moderne, sur le regard qu'on peut porter sur les musées étrangers, dans l'attente de l'arrivée de ce futur chef-d'œuvre, ce futur musée d'Istanbul Moderne l'année prochaine. Donc merci à vous, merci pour ce rendez-vous. Merci aussi à Sandra Patron qui nous vient de Bordeaux, une des très belles villes françaises où elle dirige le musée d'art contemporain. On est très impatients de l'écouter et puis surtout de passer cette dernière soirée de ce cycle avec vous. Merci encore et merci Istanbul Moderne. İstanbul Moderne, teşekkürler. Monsieur Buchwalter, chers amis, mesdames et messieurs, cher Christian, merci beaucoup. Alors nous sommes donc à la 6e intervention de ce cycle des musées qui parlent. Donc nous avons Madame Sandra Patron parmi nous pour cette 6e édition. Vous avez peut-être suivi donc cette série. Il s'est agi de 6 interventions qui étaient très ciblées. Nous avions démarré ce cycle des musées en 2012. Nous avons donc lancé cette série de collaborations avec différents pays, différents musées du monde. Et je crois que l'une des caractéristiques de ce cycle a été de voir comment ces musées établissent leur dialogue avec les artistes, quel type de choix ils font en choisissant les œuvres. Et c'est aussi peut-être en lien avec les caractéristiques géographiques où se trouvent ces musées. Et je crois que cela va également marquer les années ou les décennies à venir. Et quelles que soient les distances ou les différents pays qui sont intervenus, je crois qu'on a tous pensé qu'il y avait quand même une certaine proximité avec Istanbul. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup de références communes. Et il y a aussi, bien sûr, cette caractéristique inclusive de l'art et ce mondialisme aussi qui nous unit. Et je crois que c'est dans cette perspective que Sandra va parler. C'est un musée qui a été établi en 1973 à Bordeaux, et Sandra en est la directrice depuis septembre 2019, et je suis sûre qu'elle va nous parler de l'historique depuis 1973. Et je crois que ça va encore une fois être une présentation intéressante. Et merci encore pour être présents si nombreux, et merci encore une fois Christian. Merci, bonsoir à tous. Alors attendez, je vais éteindre ça. Donc merci tout d'abord à Istanbul Moderne et à l'Institut français pour cette invitation. Je n'étais pas venue à Istanbul depuis plus de 20 ans. Voilà, donc je suis absolument ravie d'être parmi vous ce soir. Alors c'est un peu particulier pour moi, hein, ça vient d'être dit, de parler de l'histoire du CAPC, puisque je suis arrivée à la direction du musée il y a à peine 5 mois. Je dirigeais auparavant un autre musée d'art contemporain qui s'appelle le MRAC, en Occitanie, qui est près de Montpellier, près du sud de la France. Particulier parce que, évidemment, tous les lieux ont une histoire, mais l'histoire du CAPC est particulière en ce sens qu'elle accompagne toute une écriture de l'histoire de l'art en France. Alors, quelques peut-être repères chronologiques. Le CAPC est créé en 1973. Ça veut dire que ce lieu est créé 4 ans avant le Centre Pompidou à Paris. Dans le même moment, en 1977, donc le Centre Pompidou ouvre. La même année, le Consortium à Dijon, qui est un centre d'art, ouvre également. En 1978, le nouveau musée à Villeurbanne, qui est une ville près de Lyon,
s'inaugure. Et en 82, le magasin à Grenoble s'inaugure. Concrètement, ça veut dire que si vous prenez ces quelques villes que je viens de citer, Paris, Bordeaux, Dijon et Grenoble, ça représente vraiment la cartographie de ce qu'était l'art contemporain à l'époque et de finalement les endroits où vous pouviez aller quand vous étiez un passionné d'art contemporain pour voir de l'art et surtout aussi pour se tenir au courant finalement des grands courants internationaux, pour voir pas simplement de l'art français mais aussi de l'art principalement européen et américain. Ça veut dire qu'il y a toute une génération dont je fais partie d'ailleurs, de commissaires d'exposition, d'historiens de l'art, de journalistes, de collectionneurs, dont finalement la première expérience de l'art s'est faite au CAPC ou dans ces autres endroits. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport très émotionnel, et ça je l'ai vraiment ressenti quand je suis arrivée en septembre, un rapport très émotionnel à ce lieu-là, avec aussi des historiens qui sont venus faire des recherches dans ce lieu. Alors en 73, il se passe quoi ? Il se passe que ce lieu, il est fortement marqué par... Ah zut, j'ai fait une bêtise. Alors ce lieu, il est fortement marqué par la présence d'un homme qui va diriger le musée pendant 20 ans et qui s'appelle Jean-Louis Froment et qui va avoir quelques intuitions assez extraordinaires. Et ces intuitions, elles sont aussi liées à un espace. Cet espace, c'est celui de l'entrepôt. Alors qui était en fait un entrepôt de denrées coloniales. Bordeaux a été un grand port de transit pour les denrées coloniales. Donc on parle là de café, de sucre et d'autres denrées. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un bâtiment relativement austère, où il y a peu d'entrées lumineuses, parce qu'il fallait protéger ces denrées coloniales. Vous le verrez dans les images qui suivent, on est vraiment très très loin du traditionnel white cube, et une des intuitions de Jean-Louis Froment, c'est vraiment d'accompagner ce mouvement qu'on appelle le mouvement des installations, c'est-à-dire comment les artistes vont répondre in situ à un espace et vont créer des œuvres qui vont comme ça jouer avec l'architecture. La deuxième intuition, alors là vous avez une très belle œuvre de Richard Long, donc qui débute ce cycle d'œuvres qui vont s'intégrer complètement dans l'architecture du bâtiment. Et une des autres intuitions de Jean-Louis Froment, c'est finalement dès le départ, de concevoir un programme de médiation qui est aussi important et fondamental que le programme des expositions. Donc il y a vraiment une idée de démocratisation de l'art, et notamment auprès de la jeunesse, et notamment auprès des écoles. Alors évidemment, ce sont des systèmes qu'on connaît 45 ans plus tard très bien dans nos institutions, mais il faut imaginer qu'à l'époque, c'était extrêmement novateur, et il a poussé, je dirais, ces logiques-là assez loin, en créant l'Arbus, c'est-à-dire un bus qui encapsulait, alors évidemment, on comprend qu'il était très inspiré par Marcel Duchamp, qui encapsulait des expositions et qui se baladait dans les écoles et qui développait comme ça tout un ensemble d'outils de médiation qui sont pensés par les artistes et dont la médiation même est faite par les artistes. Donc il y a des artistes, des Keith Haring, des Richard Long, des Daniel Buren, qui non seulement ont pensé ces outils de médiation, et notamment les boîtes CAPC, donc là on retrouve aussi encore la référence à Marcel Duchamp, et qui étaient comme ça des expositions en kit qui se déployaient dans des espaces que l'on pouvait déployer par terre, et où des artistes se sont investis dans ces questions-là. Donc je vous parlais de Jean-Louis Froment. Alors à l'origine, c'est pas CAPC Musée d'art contemporain. À l'origine, c'est uniquement CAPC, c'est-à-dire Centre d'art plastique contemporain. C'est-à-dire que le premier ADN du lieu, c'est celui du centre d'art. Donc la différence entre le centre d'art et le musée, c'est que le centre d'art, c'est le lieu de la production de l'artiste, et le musée a une collection.
le lieu de la production de l'artiste, il est évidemment lié à la question de l'espace, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah, alors là, voilà, petite incursion, juste avant que le CAPC intègre l'entrepôt, Jean-Louis Froment fait une première exposition qui s'appelle « Regardez ailleurs ». Évidemment, regarder ailleurs, c'est presque tout un programme pour lui. Ils vont investir les entrepôts Lenné quelques mois plus tard. Mais déjà, il nous explique quelle est finalement l'ambition de ces nouvelles écritures contemporaines, qui est finalement de renouveler des systèmes de représentation du monde et de nous faire regarder ailleurs géographiquement, mais ailleurs évidemment en termes de pratique, puisqu'on va voir arriver dans ces années 70 tout un ensemble de courants artistiques qui vont bouleverser notre rapport à l'art, qu'il s'agisse d'art conceptuel ou d'art minimal, dont le CAPC va être un des fervents défenseurs. Donc vous le voyez, rien d'un white cube dans ces entrepôts Lenné. Cet espace, on l'appelle la nef. Ce serait une sorte de cathédrale laïque. La volonté vraiment de Jean-Louis Froment, ça a été de conserver la typologie de cette architecture. Il y a même tout un ensemble de graffitis qui ont été faits par les ouvriers pendant que c'était un entrepôt de denrées coloniales, qui ont été conservés. Et tout le mobilier a été pensé entre 85 et 90 par André Poutman, qui est donc une grande designeuse et décoratrice, qui elle-même a réutilisé tout un vocabulaire formel industriel, volontairement sobre, gris, qui venait s'adapter complètement à cette architecture. Donc nous avons ici une première intervention de Simon Entaille, Mario Mertz, Sol Lewitt. Donc vraiment on est dans cette, voilà, la programmation accompagne complètement ces grandes tendances et ces artistes, et vraiment à cette époque les gens font des centaines de kilomètres pour venir au CAPC parce qu'ils ont l'occasion de voir ici notamment toute cette génération d'artistes américains qu'ils n'avaient absolument pas l'occasion de voir ailleurs, et avec cette faculté qu'a eu ce musée de constamment adapter son mode de fonctionnement à l'artiste et à son projet. Donc je vous fais passer quelques très très belles pièces de Richard Long et Sol Lewitt. Et évidemment, au fur et à mesure, ce centre d'art, il va finir par des dons d'artistes. Tous ces artistes qui font des expositions vont commencer par faire des dons. Et puis va émerger l'idée qu'il faut monter vraiment un budget d'acquisition et qu'une collection de manière totalement organique va se mettre en place. Et le musée sera finalement décrété tout début des années 80. Il sera labellisé Musée de France en 82, et à partir de ce moment-là, on va appeler ça CAPC, Musée d'art contemporain. Site Wombly. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que Jean-Louis Froment a vraiment le désir très régulièrement, au-delà du fait qu'il donne à tout un ensemble d'artistes cette nef pour des projets in situ, il a vraiment le désir de proposer des expositions thématiques qui vont faire date sur les grands mouvements, que ce soit l'art minimal et l'art conceptuel. L'exposition que Jean-Louis Froment fait sur l'art conceptuel est la première exposition en Europe qui est faite sur ce mouvement artistique. Donc on est dans ce moment de l'histoire avec des grands mouvements. Donc il a fait art minimal numéro 1 et il fera une art minimal numéro 2. Il fera aussi une exposition très intéressante qui tente des liens entre l'arte povera italien et l'art minimal principalement américain. Yanis Kounelis, qui là va venir brutaliser l'espace de cette nef.
dans une installation qui est complètement magistrale. Alors, ce que, évidemment, là, on ne voit pas dans les images, c'est le son, hein, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Kounellis, qui ont peut-être pu la voir à la dernière Biennale de Venise. Il y a tout ce rapport au son, hein, tout ce rapport notamment à la combustion, qui seraient des choses qui seraient beaucoup plus difficiles à faire maintenant avec toutes les normes de sécurité. Mais voilà, à l'époque, le travail était pleinement amplifié par sa dimension sonore. Keith Haring, qui va intervenir, qui va faire une exposition dans la nef, mais qui va également intervenir de manière permanente, notamment dans l'ascenseur du CAPC, qui est devenu une sorte d'œuvre culte du CAPC. Il y a tout un ensemble d'artistes qui vont venir intervenir directement sur le bâtiment et qui vont devenir des œuvres d'art permanentes du bâtiment. Alors, ce que ne montrent pas non plus ces images-là, c'est qu'en parallèle de ces expositions dans la nef, il y a tout un programme, et là encore c'est une des grandes intuitions de Jean-Louis Froment, il y a tout un programme d'événements, de concerts, de performances. Il y a beaucoup aussi de défilés de mode, hein. Il y a toute une génération de Azedina Alaya à Vivienne Westwood, donc toute une génération assez radicale de stylistes qui vont venir au CAPC, qui se déplacent de Paris parce qu'ils y trouvent là un endroit où ils peuvent développer une partie expérimentale de leur travail. Il y a Pierre Boulez qui va venir faire un concert assez mémorable. Il y a Sonic Youth qui viendra également. Voilà, donc on continue, là on est en 1987, on continue donc dans ces grandes expositions thématiques. Là on est au premier étage en fait, hein, on n'est plus dans la nef. C'est un musée qui fait 4000 m² de surface d'exposition. Et au fur et à mesure donc, se constitue cette collection qui, à l'heure actuelle, comporte 1600 œuvres, dont un ensemble assez conséquent de Richard Long, de Mario Merz, de Gilbert and George, de Louise Bourgeois, qui font donc partie de Annette Messager, de Daniel Buren, voilà, de Débécheur, voilà, qui viennent comme ça régulièrement être présentés dans les salles de la collection. Art conceptuel, donc c'est vraiment une exposition qui a fait date, hein, comme je le disais, qui sera la première en Europe. Et ce qui est assez incroyable, c'est que dès le départ, le public répond présent, et notamment aussi le public bordelais. C'est-à-dire que ça a été une des grandes réussites de Jean-Louis Froment, c'est de immédiatement se dire que l'art n'est pas fait que pour une petite minorité de personnes, mais il se doit d'être le plus populaire possible. J'en parlais, hein, sur des outils de médiation particulièrement innovants, mais le taux de fréquentation à l'époque est vraiment important. Alors, il y a toute une période de travaux entre 86 et 90. Et en 90, il y a une réouverture qui se fait avec Richard Serra, Threads of Hell. Donc là, il y a énormément de littérature dans les archives du CAPC qui explique le défi technique qu'a été l'installation de cette exposition de Richard Serra. Je crois que chacune des plaques que vous voyez là fait 40 tonnes. Donc il y a une structure qui doit être installée sous le sol, voilà, qui a nécessité aussi un mécénat très important, notamment d'une entreprise du bâtiment de Bordeaux, pour installer cette pièce avec des grues extrêmement voilà, spécialisées et perfectionnées à l'époque. Donc on voit, hein, comment les artistes arrivent à complètement reconfigurer l'espace à chaque fois qu'ils interviennent. Et c'est vrai que dans la mémoire des gens, hein, qui me parlent depuis que je suis arrivée à la direction, cette exposition de Daniel Buren est une des expositions qui a fait date. Donc Daniel Buren a fait installer un plan incliné, hein, donc qui a nécessité évidemment des semaines et des semaines d'installation, et puis il a installé ce miroir et il a complètement joué de l'architecture, hein, en plaçant
ces bandes sur les contreforts des arches. Et finalement, c'était une exposition dans laquelle vous ne pouviez pas pénétrer, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas monter sur ce plan incliné, mais vous montiez à l'étage. Cette nef, elle est entourée de coursives au premier étage, et vous aviez donc ce trouble dans votre rapport à l'espace. Il parle de in situ, mais il avait intitulé cette pièce Argument topique, et pour lui c'est une autre façon finalement de signer ce qui est au cœur de sa pratique. Laurence Wiener, 1992, toujours Laurence Wiener. Alors, c'est aussi l'occasion, dès le début, pour Jean-Louis Froment, d'inviter des commissaires d'exposition. On est vraiment à ce moment où ce métier de commissaire d'exposition devient un rôle star dans le monde de l'art et dans le milieu de l'art. Et évidemment, celui qui est à l'acmé de ce mouvement-là, c'est Harald Zeman. Mais c'est vrai que Jean-Louis Froment va accompagner aussi toute une génération de commissaires d'exposition qui vont faire des expos extrêmement importantes dans le cadre de leur pratique et de leur théorie. Donc là, vous avez quelques images de Gasse, grandiose, ambitieux et silencieux, en 1993, avec une très belle œuvre de Michel Verjus. On est toujours dans un rapport qui, jusqu'à les années 90, est vraiment lié à une prise en compte de l'espace et un rapport assez spectaculaire, finalement, à l'installation. Et puis, on va avoir une rupture en 1995 avec l'expo de Nicolas Bourriaud qui s'appelle Trafic. Alors, c'est l'expo qui accompagne l'ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'esthétique relationnelle, et qui signe une nouvelle génération d'artistes dont finalement le travail va remettre en cause le modèle de l'exposition, en tout cas questionner ce qu'est une exposition, hein, et valoriser des pratiques autour de la question de l'interpersonnalité et finalement de ces artistes qui créent des situations dans lesquelles le public va pouvoir activer. Donc là, dans cette exposition Trafic, nous avons des artistes comme Pierre Luig, Philippe Parreno, Dominique Gonzalez-Foster, donc vraiment une génération des années 90 qui sont devenus des artistes reconnus internationalement, mais qui à l'époque étaient de tout jeunes artistes et qui venaient tester en quelque sorte à échelle 1 au CAPC leur modalité de fonctionnement et finalement la manière qu'ils avaient de réinterroger le format d'exposition. Donc ça veut dire que le vernissage n'a pas duré 2 heures, il a duré 5 jours, que pendant 5 jours, tous les artistes étaient là et ont activé l'espace d'exposition. Et il y a pas mal d'artistes, dont Wolfgang Tillmans, dont Philippe Parreno, dont Rikrit Tiravanija, qui eux sont restés pendant les 2 mois de l'exposition et qui étaient au contact permanent du public, 6 heures par jour, en activant qui par une conférence, qui par une performance, leurs œuvres et leurs dispositifs. Alors il faut imaginer, il faut se rappeler en tout cas qu'à l'époque, l'exposition avait été incroyablement critiquée. J'ai retrouvé notamment les articles de presse dans toute la presse, notamment française, où l'exposition se fait complètement descendre par la presse française. On dit, voilà, sous la modalité de, voilà, ce n'est pas de l'art, c'est très décevant, c'est pas spectaculaire. Bon, voilà, on était dans des modalités qui étaient vraiment nouvelles à l'époque. On pouvait dormir dans l'exposition, on pouvait manger dans l'exposition. Voilà, on avait des personnages de Vanessa Beecroft qui performaient tous les jours. On pouvait lire, boire du thé.
Et puis en 1997, nouveau directeur, Henri-Claude Cousseau, qui devient directeur des musées de Bordeaux, et Marie-Laure Bernadac. Donc, nouveau moment dans l'histoire de cette institution, avec toujours voilà, quelques expositions assez marquantes, comme celle de Richard Baquier, qui est un artiste de Marseille, sans doute encore insuffisamment connu à l'international, mais qui gagnerait à l'être. C'est un travail extraordinaire. Louise Bourgeois. Et là encore, cette volonté d'inviter des commissariats extérieurs, donc ici Ouan Roux et Hans-Ulrich Obrist, qui viennent faire une exposition Cities on the Move, qui vient finalement interroger les mutations urbaines, mais sous l'angle de la création asiatique. Donc avec tout un ensemble à la fois d'architectes et d'artistes qui venaient d'Asie et qui venaient comme ça finalement signifier, questionner la sururbanisation des nouvelles cités asiatiques, toutes les problématiques que cela soulevait. Anish Kapoor en 1999. Alors quand je vous parlais au début de cette génération d'artistes qui a été finalement qui a connu sa première expérience de l'art, ça c'est une des expositions que personnellement j'ai vues et qui a été un choc incroyable à l'époque pour moi. Alors là encore, il y a une sorte de moment de cristallisation dans l'histoire du CAPC, Présumé innocent, l'art contemporain et l'enfance en 2000. Donc cette exposition se proposait de porter un regard qui n'était pas un regard mièvre sur l'enfance, mais qui essayait d'ausculter de toute l'ambiguïté finalement qu'il y avait dans l'enfance, et qui est une exposition qui a généré une énorme polémique en fait en France, puisque alors du fait de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le titre de cette exposition, Présumé innocent. Il se trouve que le maire de Bordeaux à cette époque, Alain Juppé, avait quelques soucis avec la justice, et que donc le maire de Juppé a en quelque sorte refusé de se rendre à l'inauguration. Et pendant la durée de l'exposition, donc il y avait quelques œuvres qui étaient à caractère sexuel, et pendant la durée de l'exposition, il y a une association d'extrême droite qui s'appelle La Mouette, qui sont venus voir l'exposition et qui ont porté plainte pour pédopornographie à l'issue de cette exposition. Donc ça a été un grand débat en France autour de cette exposition, de savoir, alors c'est des choses qui reviennent maintenant quelques années plus tard, de savoir si on pouvait tout montrer, comment on pouvait le montrer. Alors, il y avait un signalement à l'entrée de l'exposition qui indiquait que certaines œuvres avaient un caractère voilà, sexuellement explicite. Et le procès a duré 11 ans. Alors finalement, Alain Juppé a décidé de soutenir les commissaires de l'exposition et le directeur du CAPC qui ont été attaqués. Ça a été un moment extrêmement violent, hein, comme vous pouvez l'imaginer, et pour le commissaire et pour le directeur. Et finalement, au bout de 11 ans de procédure judiciaire, l'association a été déboutée de toutes les charges, voilà, toutes les accusations qu'elle portait contre l'exposition. Mais c'était un moment aussi de cristallisation, parce que évidemment, si l'exposition avait, enfin en tout cas l'association avait obtenu gain de cause, ça aurait créé un précédent juridique qui aurait été extrêmement dommageable pour la liberté d'expression. Voilà quelques images de l'exposition. Nonobstant cela, ça a été évidemment la raison pour laquelle la direction a encore changé au CAPC. Et donc en 2002, Maurice Fréchuret est arrivé. Maurice Fréchuret, c'était un historien de l'art. Donc c'est quelqu'un qui a eu à cœur
je dirais, de revaloriser la collection. Donc c'est un musée d'art contemporain, mais qui pendant des années n'a pas présenté sa collection de manière permanente. Donc Maurice Fréchuret a pris le parti de présenter de manière beaucoup plus large cette collection par une série d'expositions collectives. Là, vous avez les années 70, l'art en cause. Donc au premier plan, Yanis Kounelis et au deuxième plan, Joseph Beuys. Une exposition aussi qui a beaucoup marqué les esprits, hors d'œuvre, ordre et désordre de la nourriture. Donc, qui a vraiment permis, là encore, de re-questionner le rapport du public à l'exposition, avec un ensemble d'événements qui ont été organisés en lien avec des restaurateurs et des restaurateurs bordelais. Voilà, vraiment une exposition assez critique sur la société de consommation, avec des produits hautement périssables. Alors, une exposition collection automne-hiver en 2006 qui présentait donc à l'échelle de la nef certaines œuvres de la collection du CAPC. Au premier plan, vous voyez Mario Merz, derrière vous un ensemble d'œuvres de Jill Benten George, et vous pouvez voir des peintures dans le fond sur la gauche de Daniel Buren. Voilà, donc toute l'exposition était à l'échelle du bâtiment. En 2006 arrive Charlotte Lobard. Alors Charlotte Lobard, c'est vraiment un renouvellement de génération. C'est une commissaire d'exposition critique d'art qui, à l'époque, je crois, a à peine 30 ans. C'est un pari évidemment pour la mairie de Bordeaux, et Charlotte Lobard, c'est quelqu'un qui vient vraiment beaucoup plus du tissu associatif et du tissu alternatif, et qui aura à cœur de revaloriser toute la dimension du centre d'art, c'est-à-dire vraiment l'art en train de se faire, l'artiste au cœur du projet, l'expérimentation et la question de la production de l'œuvre à l'échelle de la nef. Elle va notamment présenter, donc les commissaires en étaient Yann Châtaignier et Tiffaine Blanc, le IAO Festival, qui était un festival qui mêlait art contemporain et musique autour du psychédélisme en France, comment finalement le psychédélisme s'était déployé dans les années 70 en France, autour de quelle famille d'artistes, et comment le psychédélisme avait traversé comme ça la littérature, l'art contemporain et la musique. Elle a également fait une très grande exposition de Jim Shaw. Alors c'est quelqu'un qui a pensé aussi la côte bordelaise, donc le sud-ouest de la France, en lien avec la côte californienne. Et c'est vrai que Bordeaux est une patrie du surf. Donc il y a des liens comme ça culturels qui se sont faits entre ces deux territoires, et c'est quelque chose qu'elle a beaucoup exploré dans sa programmation. Là, vous avez Jim Shaw en concert, qui est quelqu'un vraiment qui vient du cinéma, qui était un décorateur de Hollywood avant de devenir un artiste. Très belle exposition de Robert Breer. Dystopia. Alors là, c'est une forme d'écriture qui est très intéressante. C'est le commissaire en chef de l'époque, et là tout d'un coup je vais avoir un trou sur son nom, mais je vais le retrouver tout de suite, qui avait demandé à un écrivain de science-fiction d'écrire une nouvelle, et lui a élaboré une exposition en lien avec cette nouvelle, et cette nouvelle dystopique, c'est-à-dire finalement une utopie renversée. Et donc voilà, il y avait un ensemble comme ça, vous rentriez dans un environnement total avec de la neige à certains endroits, toute la nef avait été
complètement colorées de rouge-orange, comme si le monde s'était embrasé, comme si l'apocalypse avait eu lieu. Donc c'était, voilà, je dirais une exposition assez dramaturgique et très narrative. Et puis quelques expériences hors normes, notamment celle de Michel Magérus. Donc ça, c'est une œuvre qui appartient à la collection du CAPC, qui est donc une rampe de skate géant. Donc je vous le disais, hein, il y a une culture du surf à Bordeaux, mais il y a aussi une très grande culture du street art et du skate. Donc cette rampe majestueuse avait été installée dans la nef, et il y a toute une génération, voilà, de jeunes skateurs bordelais qui venaient, voilà, je dirais, investir cet espace. Marcus Schinwald. Donc on voit là la capacité de production, hein, du musée. Il y a des ateliers de production dans ce musée, c'est-à-dire qu'on est en capacité... il y a un menuisier, un ébéniste qui travaille là en permanence. Donc il y a des ateliers qui font entre 400 et 500 mètres carrés et qui permettent vraiment de construire des scénographies un peu hors normes. Et je crois que celle de Marcus Schinwald en fait partie, avec cet escalier hélicoïdal en métal, avec ses structures. Alors Marcus Schinwald, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'architecture, a une formation d'architecte, et on voit à quel point il a su saisir l'espace et voilà, et convoquer une architecture dans l'architecture. Et puis en 2014, arrive à la direction Maria Inés Rodriguez, qui est une curatrice mexicaine. Et évidemment, je dirais, tout son réseau et tout son intérêt pour les artistes d'Amérique latine se sont retrouvés dans sa programmation. Alors ça ne se voit pas là, hein. Une des premières expositions qu'elle a fait, celle de Franz Herald Walter, Le corps décide, hein. Donc Franz Herald Walter, c'est à la fois un artiste minimaliste, mais dont tous les éléments que vous voyez au sol peuvent être... sont l'objet en fait de gestes, de micro-performances dont le public peut se saisir, hein, sont comme des protocoles d'interaction entre 2, 3, 4 ou 5 personnes. Donc il y avait tout au fil de la journée des rendez-vous avec l'équipe de médiation qui permettaient en fait de faire vivre ces ensembles de tissus et de suivre les protocoles de l'artiste. Alors, elle a également proposé une grande exposition rétrospective de André Putman. Hein, donc, je vous ai dit, André Putman, c'est celle qui a complètement conçu la totalité du mobilier du lieu. Une très très belle exposition de Léonore Antunes, artiste portugaise, qui à la fois, je dirais, dont le travail est très influencé par le modernisme, mais qui ajoute un rapport au vernaculaire et un rapport au domestique très fort. Et elle, son souhait pour la nef, c'était vraiment d'en faire un espace domestique, c'est-à-dire de lutter contre le côté majestueux et un peu dominateur et presque autoritaire du lieu, et de faire en sorte qu'on s'y sente comme chez soi. Donc ce que vous voyez là, c'était le sol. Donc tout le sol de la nef avait été fait en liège, hein, sachant que le liège, évidemment, c'est une référence aux bouteilles de vin et donc à une culture très importante à Bordeaux. Et ce sol de liège avait été géométriquement... comment dire, il y avait des géométries de laiton qui avaient été installées dans le liège et un ensemble d'assises et de lampes qui venaient voilà, comme convoquer cette idée d'un intérieur domestique.
Alors, Maria Inés Rodriguez, c'est une curatrice qui est féministe et qui a beaucoup soutenu toute une génération de femmes. C'est vrai que ça intervient aussi à un moment où il y a de plus en plus de directrices de musées femmes et qu'elles se sont intéressées à des artistes qui avaient été insuffisamment regardés. C'est notamment le cas de Judy Chicago, qui est une artiste californienne qui a un peu plus de 70 ans et dont on est en train en ce moment de redécouvrir l'ampleur et l'importance du travail. Donc rétrospective Judy Chicago au CAPC. Et puis je voulais finir, non pas tout à fait finir, mais en tout cas vous parler de ce programme satellite. À partir de 2016, le CAPC est en coproduction avec le Jeu de Paume à Paris, autour d'un programme qui s'appelle Satellite et qui consistait à soutenir la jeune création et la production de vidéos. Voilà, donc on avait chaque année un commissaire qui était invité, 4 à 5 programmes par an, et donc vraiment l'opportunité pour un artiste de produire. Alors ça, c'est pas une vidéo, mais dans la majorité des cas, c'était quand même des œuvres vidéo. Donc ici Ali Chéri, et là Oscar Murillo. Alors, une exposition qui a fait date également, l'exposition rétrospective de Béatrice Gonzalez, qui a été pour le public français, je crois, l'opportunité de découvrir ce travail assez extraordinaire et qui avait été injustement oublié. Et puis là, on arrive en 2019, c'est-à-dire quelques mois avant que j'arrive, avec l'œuvre de Takako Saito, qui est une artiste de 88 ans, qui a été extrêmement active dans le mouvement Fluxus, une proche de Georges Maciunas, et qui est une personnalité assez extraordinaire. Et donc toute l'exposition qui a eu, je crois que c'est un des plus grands succès publics du CAPC des dernières années, toute l'exposition était un jeu. Et toute l'exposition, on pouvait toucher les œuvres, il y avait des protocoles de jeu que le public pouvait activer, et puis un ensemble de performances qui avaient été mis en place par l'artiste, dont certaines ont été activées par l'artiste. Alors celle-là, elle est chère à mon cœur. C'est l'exposition qui est actuellement en cours en ce moment, c'est Lubaina Humide. C'est une artiste de 73 ans qui est à moitié anglaise et à moitié de Zanzibar. Et c'est une histoire assez incroyable, c'est-à-dire que la curatrice en chef du CAPC, il y a plus de 2 ans, est venue dans le musée que je dirigeais à Sérignan pour voir une exposition que j'organisais de Lubaina Humide. Et elle a décidé de la programmer en l'absence de direction. Et voilà, quand je suis arrivée à la direction du CAPC, j'ai donc été accueillie par cette exposition de Lubaina Humide que j'avais moi-même programmée dans mon lieu 2 ans avant. Donc voilà, donc c'est un hasard de l'existence, mais voilà, qui m'a permis de me sentir accueillie dans ces lieux. Parce qu'évidemment, alors je regarde l'heure. Ah oui, je suis un peu longue quand même. Hein. Donc, on m'a dit de faire court, donc je vais essayer. C'est moi. Alors, évidemment, vous imaginez bien que quand on arrive à la direction d'un lieu pareil, cette question de l'histoire et comment on la convoque sans être écrasé par elle, c'est évidemment un des enjeux qui se posent. Et finalement, pour concevoir ma programmation dans les 2 années à venir, je crois qu'il y a eu 2 éléments principaux qui ont été importants. Le premier, c'est cette question de l'histoire. Comment je convoque cette histoire? Comment je fais en sorte que cette histoire soit au plus proche des nouveaux enjeux qui se posent pour nous. Et donc le deuxième point qui pour moi était très important, c'est finalement qu'il me semble qu'aujourd'hui que nous vivons des multicrises systémiques, que ce soit la crise des migrants, que ce soit la crise écologique, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise identitaire. Nous sommes, nous, institutions artistiques,
devant de nouveaux défis et devant de nouvelles responsabilités. Et il me semble que à partir du moment où finalement l'artiste propose des systèmes de représentation du monde et que ces systèmes de représentation du monde sont fortement questionnés, évidemment, je pense à des mouvements comme MeToo, je pense en France à des mouvements comme les Gilets jaunes, je pense à Nuit debout, je pense aussi à des revendications très fortes autour de la question de l'éthique au travail et de l'éthique dans le milieu de l'art. Je pense à des débats en ce moment qui viennent d'un peu partout, enfin en tout cas en France c'est très présent en ce moment, mais qui viennent beaucoup aussi des États-Unis. Je pense à la dernière biennale de Whitney, sur la question du mécénat et sur la question de l'éthique, c'est-à-dire comment on doit se préoccuper de qui nous donne de l'argent et est-ce que finalement les entreprises privées qui sont de plus en plus présentes dans nos lieux et dans nos financements, voilà, il faut qu'on se préoccupe de toutes ces questions-là. Et voilà, donc tout cela finalement convoque la façon dont j'ai envie d'envisager le futur du CAPC. Et toutes ces choses mises l'une dans l'autre. Alors je vais peut-être pas commencer par ça. Voilà, la première exposition que je vais organiser s'appelle Le Tour du jour en 80 mondes. Alors, je ne sais pas trop comment la traductrice va faire, mais c'est évidemment un jeu de mots autour du livre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, mais c'est aussi un emprunt que je fais à Julio Cortázar, qui est un écrivain d'Amérique latine. Et le Tour du jour en 80 mondes, ce sera une exposition qui va opérer un dialogue entre les œuvres historiques du CAPC et des œuvres qui vont être mises en dépôt dans un partenariat avec le Fonds national d'art contemporain autour d'artistes femmes et d'artistes d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Parce que ce qui m'a paru assez intéressant quand je suis arrivée au CAPC à Bordeaux, c'est de me rendre compte que Bordeaux, commercialement, historiquement, économiquement, c'est une ville qui est tournée vers l'Afrique. On en a parlé, hein, c'est une ville qui a été très importante dans le moment colonial. C'est une ville après qui s'est tournée vers l'Asie et vers l'Amérique latine du fait notamment du commerce du vin. Et la collection du CAPC ne reflète pas du tout ces géographies. Alors on sait bien pourquoi, hein, parce que pendant des années, notre regard s'est tourné uniquement vers les scènes européennes et américaines. Mais voilà, j'avais le désir de créer ce dialogue qui est intergénérationnel entre voilà, des artistes qui viennent d'ailleurs, donc, et aussi un contingent d'artistes femmes non négligeables. Et je vous livre quelques images ici de certaines œuvres qui vont être déposées. Et évidemment, c'est aussi pour moi l'occasion de réfléchir à la question de la médiation, à la question de la diversification des publics. On ne peut plus se satisfaire, me semble-t-il, qu'il y ait tout un ensemble de publics qui ne passent pas à la porte de nos lieux. Et nous devons nous interroger pour diversifier toujours plus nos publics. Donc on est en train de faire tout un travail avec l'équipe de médiation du CAPC autour notamment de la question de la langue. Parce que la question de la domination et la question de l'inclusion, elle passe aussi par la langue que nous parlons et avec laquelle nous accueillons le public. Et nous accueillons le public par le français, ça paraît une évidence, par l'anglais parce que c'est la langue internationale, et finalement c'est tout. Donc on va organiser tout un ensemble en fait de visites qui vont se passer finalement dans toutes les langues qui sont parlées dans ce territoire qu'est Bordeaux, qui est une ville assez cosmopolite,
qui a une grande communauté qui vient du Maghreb, qui a une grande communauté qui vient d'Afrique subsaharienne et qui a aussi une population touristique, notamment chinoise, qui se développe. Donc on va organiser des visites pour l'instant en chinois, en arabe et en hébreu. Les premières langues que nous avons décidé d'investir. L'autre chose qui me semblait important, c'est de, et là je retourne un petit peu en arrière, c'est de revenir à l'ADN du CAPC, qui est donc à la fois un centre d'art et un musée. Et ça, je pense que ça va être incarné et convoqué par la première exposition de l'année 2020, qui est celle de Samara Scott, qui est une jeune artiste glasvégienne. Alors vous voyez une image ici, non pas du CAPC, mais d'une installation qu'elle a fait au tramway à Glasgow. Et en fait, elle va faire un peu le même type de projet au CAPC, où en fait, à l'échelle de la nef, elle va créer comme ce toit au-dessus de nous, ce toit de peinture, qui pour elle est une sorte de création d'espace public. C'est-à-dire que ce qui se passe au sol est aussi important que ce qui se passe au plafond. Et donc on va organiser tout un ensemble de performances, de concerts, de conférences. On est notamment en partenariat avec la Rix Academy et un département de la Rix Academy qui s'appelle le Dirty Art Department et qui regroupe donc des designers, des artistes, des performeurs et des commissaires d'expo et qui vont venir faire un dirty weekend au CAPC autour justement de la création de situations qui sont des situations de vie qui pourront être l'organisation d'un grand festin ou d'un défilé de mode ou d'une piscine. Enfin, la dernière fois que j'ai travaillé avec eux, ils ont créé une piscine. Voilà, donc des situations comme ça à la fois incongrues mais qui rejouent d'une certaine manière certains éléments de l'esthétique relationnelle chère à Nicolas Bourriaud et qui nous permet aussi de continuer à développer, parce que à l'échelle de la nef, il faut imaginer qu'une œuvre pareille, c'est là aussi un défi technique assez important pour nos équipes, voilà, qui vont nous permettre comme ça de continuer à développer cette dimension du centre d'art. Je me rends compte que j'ai été plus longue que prévu. Voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Alors on voit que votre travail et le travail de vos prédécesseurs est très lié aux lieux et aux bâtiments. En même temps, la ville de Bordeaux s'est réinventée dans son architecture, dans son urbanisme, dans sa relation notamment avec les rives. Quel est justement le travail hors les murs ou la relation que vous avez ou que vous souhaitez avoir avec votre ville, votre cité? Alors oui, le panorama de Bordeaux a complètement changé ces dernières années, je dirais même ces derniers mois, avec l'inauguration il y a 6-7 mois de la MECA, qui est donc le Fonds régional d'art contemporain, qui a signé une architecture assez remarquable, fait par le cabinet d'architectes BIG. Et puis avec aussi l'inauguration il y a également quelques mois de la Fabrique Paula, qui est une sorte d'institution de résidence et de production pour les jeunes artistes. Moi, ce qui me semble, c'est qu'enfin, ça crée un écosystème qui était sans doute ce qui manquait à la ville de Bordeaux. Et je crois que pendant des décennies, il y a sans doute eu toute l'attention accordée uniquement au CAPC.
et du coup, de fait, sans doute, une attention presque disproportionnée par rapport à ce que le lieu était capable de faire. On ne peut pas porter à lui tout seul le devenir de l'art contemporain. Et je crois que la création de ce nouveau écosystème va nous être profitable à tous. Et la première chose qui me semblait importante de faire, c'est de signer une complémentarité donc, avec le Fonds régional d'art contemporain, avec cette nouvelle MECA. Et nous allons donc organiser une exposition à 2 têtes et 4 mains en 2021, donc de nos 2 collections. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Louis Froment, au tout début, dirigeait le CAPC, mais dirigeait aussi le Fonds régional d'art contemporain. Donc nos collections sont intimement liées. Il y a certaines œuvres qui dialoguent historiquement. Donc on va s'impliquer à cet endroit-là. Et puis après, je crois que pour moi, la relation entre l'hyperlocal et l'international, ça doit être une relation du quotidien et quelque chose. Et donc, j'essaye vraiment de tisser un réseau localement avec tout un ensemble de partenaires. Et notamment sur l'exposition du Tour du Jour en 80 mondes, avec un tissu associatif, évidemment, dans le champ social, mais aussi dans le champ culturel, pour venir comme ça créer des respirations et des dialogues. Donc je pense que cette chose-là, elle doit se développer. Elle n'a peut-être sans doute pas eu assez lieu dans les années précédentes. Et en tout cas, ça, c'est un souhait de ma part. İyi akşamlar. Ben Türkçe soracağım sana. Voilà. 2 minutes. Vous m'entendez? Merci tout d'abord pour votre présentation. Alors, ma question. Pour les périodes à venir, que pensez-vous de la photographie et quelle est votre attitude par rapport à la photographie? Alors, j'ai pas pour habitude de penser par médium. Par exemple, dans l'exposition Le Tour du Jour en 80 mondes, il y aura de la photographie, mais je suis toujours un petit peu circonspecte quand je vois des expositions avec uniquement un médium. Et c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est la fluidité, au contraire, entre les médiums. Et notamment sur la vidéo, que je trouve parfois, évidemment pour des raisons techniques, que l'on isole en quelque sorte des expositions collectives. C'est toujours quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc la photographie, je pars toujours des artistes, en fait, plus que des médiums. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Bonjour, je vais également poser ma question en turc. Alors, je suis tout d'abord curieux par rapport à l'agenda politique en mutation rapide en France, comme en Turquie d'ailleurs. Ces 10 dernières années, ces changements politiques ont eu des impacts sur les investissements, sur peut-être la pénurie de certains fonds en Turquie pour financer l'art. Et puis d'autre part, ces changements ou ces évolutions politiques ont aussi donné lieu à une certaine censure dans la production artistique. C'est aussi dû à la pénurie des fonds et d'autre part à une autocensure et une censure. Donc sur ce sujet, est-ce que vous ressentez une certaine censure ou une autocensure, une certaine répression
concernant l'accès aux fonds ou bien par rapport aux fonds qui sont déjà disponibles pour les expositions que vous avez déjà entamées. Est-ce que vous ressentez un tel souci pour l'avenir ou actuellement? Alors, oui, je peux ressentir. Alors, ce que je ressens en France, c'est une crispation dans le débat, qui peut arriver d'ailleurs de plein d'endroits différents de la société, qui peut arriver aussi bien de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Et qui fait que il y a tout ce mouvement de ce qu'on appelle nous en France la libéralisation de la parole, qui crée beaucoup de crispation, beaucoup de débats. Donc ça, c'est un point. Il y a un autre point qui est lié, je pense, à toutes ces crispations. Il y a aussi beaucoup vous le savez, hein, l'extrême droite en France est très, très forte dans les sondages. Donc tout ce contexte fait que finalement diriger une institution artistique devient un exercice parfois périlleux. Et je pense que à certains moments, sans doute, que certains directeurs d'institutions ont une forme d'autocensure, en se disant si j'évoque des questions sur l'islam ou si j'évoque trop directement la question de la sexualité ou si j'évoque pas bien le problème des femmes ou des migrants, ça va être un problème. Et je voudrais peut-être vous donner une anecdote. Il y a le musée d'art contemporain de Lyon, qui est un des lieux importants en France, qui a organisé une exposition d'un artiste français d'origine algérienne. Et là, c'est horrible, je vais avoir un trou énorme. Bon, je vais retrouver. Et dans cette exposition, il présentait une vidéo où des poulets étaient brûlés. Et c'était un truc de cinéma, en fait. Les poulets n'étaient pas vraiment brûlés. Mais la société de protection des animaux a commencé sur les réseaux sociaux à être extrêmement agressive envers l'exposition. L'artiste s'est senti extrêmement mal. L'institution s'est sentie attaquée, elle l'était violemment, notamment sur les réseaux. Conclusion, au bout de peut-être une semaine, ils ont retiré l'œuvre de l'exposition. Et je crois que ça pose tout un ensemble de débats pour notre communauté artistique, de savoir est-ce que par des mouvements de pression qui peuvent être très violents sur les réseaux sociaux, nous pouvons comme ça, du jour au lendemain, enlever les œuvres de nos expositions. Et je pense qu'il y a une nouvelle responsabilité que ça nous donne dans les années à venir, d'essayer en fait de créer la situation du débat. Et moi, j'aurais aimé que la direction du musée appelle cette association et dise « Nous allons organiser un débat dans le musée, dans un endroit où toutes les opinions autour de ces questions de la souffrance animale vont pouvoir être évoquées avec l'artiste. Et nous allons essayer ensemble, parce que c'est quand même, me semble-t-il, un des lieux pour le faire. Et voilà, mais en France, c'est pas tellement lié à la question du financement. C'est plus lié à un contexte général qui fait que sans doute certains débats sont plus difficiles à conduire de manière apaisée aujourd'hui. Abdessemed, pardon. L'artiste était Adel Abdessemed. Merci beaucoup. D'autres questions ?
Alors, vous avez parlé de différents directeurs de musées, de leurs différentes expositions, mais vous n'avez pas beaucoup parlé de la collection permanente du CAPC. Par exemple, le Centre Pompidou a une collection permanente. Vous devez également avoir une collection permanente. Vous n'en avez pas beaucoup parlé, vous n'avez pas montré non plus d'images. Alors oui, j'en ai pas beaucoup parlé puisque le choix qui a été fait par la plupart en fait des directions du CAPC a été de ne pas montrer de manière permanente la collection. Donc c'est différent de Pompidou, où quel que soit le moment où vous allez à Pompidou, en fait, vous avez au 3e, au 4e étage la collection de Pompidou. Au CAPC, l'histoire ne s'est pas construite de cette manière. Par contre, je vous ai montré certaines expositions de collections qui ont eu lieu, notamment du temps de Maurice Fréchuret, qui a fait des grandes expositions de la collection du CAPC, mais qui restaient des expositions temporaires. Et une des choses que moi j'ai envie d'amener, c'est que la collection du CAPC sera présentée de manière permanente dans un accrochage qui sera renouvelé tous les 1 an et demi. Donc l'exposition Le Tour du jour en 80 mondes, que j'ai présentée très brièvement à la fin, est une exposition de collection augmentée en quelque sorte, et qui va rester disponible au public pendant plus d'1 an, ce qui permet aussi, en termes de médiation, de travailler différemment avec les publics, et notamment avec les jeunes publics. Et c'est vrai que cette double dimension, cet ADN dont je parlais du CAPC, qui est à la fois un centre d'art et un musée, il y a cette idée derrière que quand on va au musée, on a envie de voir la collection permanente. Mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Donc c'est quelque chose que je vais mettre en place. Varm. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Alors, est-ce que vous pouvez aussi parler du schéma d'organisation, de l'organigramme de votre musée? Est-ce que vous avez différents départements, des curateurs, les commissaires? Vous fonctionnez comment? Oui, alors ce que peut-être je peux dire en préambule, c'est que le musée est une régie de la ville de Bordeaux. Ça veut dire que c'est un service et directement lié à la ville de Bordeaux, ce qui permet à la fois d'avoir la puissance de la collectivité derrière nous en termes de financement, mais l'inconvénient, c'est que c'est aussi très lourd en termes administratifs. Au quotidien. Donc l'équipe du CAPC, c'est 55 personnes, dont une quinzaine de gardiens en salle. C'est 4 départements différents, un département administratif et ressources humaines, un département régie et direction technique, un département direction des projets. À l'intérieur de cette direction des projets, il y a un curateur en chef, qui est Alice Motard, et 3 assistants curators. Et il y a un département collection, avec une conservatrice et 2 assistantes de conservation. Et le 4e est le service de la médiation, donc qui est constitué de le pôle de la médiation, le pôle de la communication extérieure et le pôle mécénat. Une dernière question, s'il y en a une. Ah oui, il y en a une. Ouais. Hi, I don't speak French or Turkish. Okay, as you want. Okay. Vous parlez français? He does. Okay.
So should I ask or should he ask? No, no, it's up to you. Okay. Okay, so my question is the challenging of the white cube in white movement in Bordeaux? And what about France? Eh oui. Ok. C'est une traduction. J'ai bien compris la question. Ah. Alors, est-ce que le mouvement du White Cube Ok. est est très étendu à Bordeaux comme Je suis pas sûre que ce soit une bonne traduction. Is it? Yeah. Your question is it a challenge to have? Something that, because there's always like the white gallery, and so there's like a change in the arts to move from the white gallery into like, you know, installations that are in other locations. Basically, it's moving from like a white gallery, you know, where art is seen and experienced with white walls, into spaces like the church, right? Where it can be a church, can be, you know, or another public venue or whatever. So my question is that like a major concern in Bordeaux? Ah, ok. Is that something that you're trying to do? Non, alors. Non, pas vraiment. C'est vraiment lié à ce lieu et à son histoire, hein, parce que les autres lieux d'exposition à Bordeaux sont des lieux white cube, comme on dit. Donc non, c'est vraiment lié à l'empreinte particulière du CAPC dans cet espace-là. C'est pas un mouvement à Bordeaux. Par contre, ce qui existe à Bordeaux, c'est une tradition assez importante de street art, qui est vraiment liée en fait à la culture urbaine du skate, voilà. Mais rien à voir, voilà. C'est pas lié au fait que du coup le CAPC est dans un endroit qui n'est pas un white cube. Vous voyez ce que je veux dire? On vous remercie beaucoup pour cette présentation et pour ces réponses à nos questions. On vous souhaite un bon séjour ici à Istanbul, dans cette ville d'art contemporain et dans cette ville où on crée l'art tous les jours. Et puis on espère surtout qu'on aura beaucoup d'échanges et de dialogues et que dans vos 80 mondes, on aura aussi un monde turc. Voilà. Très bien. Merci à tous. Ça allait?